Et l'actu radio du moment, c'est aussi la réforme de la loi de l'audiovisuel. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. C'est en cours de discussion au Parlement. Le CIRTI en a parlé durant son assemblée générale le mois dernier. Et on accueille tout de suite le président du syndicat des radios indépendantes. Des ondes vocastes, l'invité. Christophe Schalk, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour. Alors tu es le président de Top Music en Alsace, mais surtout tu es le président du CIRTI, et c'est pour ce pourquoi on t'a invité aujourd'hui. Mais avant qu'on parle de l'actualité du CIRTI, eh bien parlons un petit peu de toi. Qui es-tu, Christophe ? Je suis alsacien de souche, je suis tombé dans la radio avant de passer mon bac, vers 17 ans, aux grandes dames de mes parents. Ça m'a donné l'occasion de rejoindre une radio qui venait de se créer dans la petite commune dans laquelle j'ai habité à l'époque, et j'en ai pris les rênes de cette radio associative à l'époque. Je parle d'une période lointaine, c'était au début des années 80. Et ça a été 15 ans de ma vie, puisqu'après on a transformé les statuts de cette station et je l'ai revendue à mon associé de l'époque en 98. Puis je me suis occupé de radio pour un journal régional. Et puis après j'ai pensé à tort que je savais faire autre chose avant que la radio ne me rattrape quelques années plus tard. Voilà, j'ai bientôt 40 ans d'activité dans ce métier-là. Donc je connais un peu le média et les choses ont quand même tellement bougé et évolué depuis 40 ans que les histoires à raconter autour du média radio, il y en a beaucoup. Voilà rapidement pour brosser mon portrait, au-delà du fait que j'ai deux filles qui sont mes deux réussites premières. Bon, homme de radio un jour, homme de radio toujours, ça se vérifie toujours chez les passionnés, donc ça fait plaisir. Alors tu es devenu président du CIRTI il y a 2 ans à peu près, je crois. Oui, un peu plus de 2 ans maintenant, ouais. Voilà, on t'a invité parce que l'actualité est assez chaude en ce moment, aussi bien dans ce qui est régulation avec la nouvelle loi sur l'audiovisuel, etc. Et puis aussi, il y a eu l'Assemblée générale du CIRTI il y a quelques jours. Avant qu'on rentre dans cette actualité un peu dense, est-ce que tu peux nous rappeler le CIRTI, ce que c'est et combien il y a de radios actuellement dans le CIRTI ? Alors, CIRTI a été créé en même temps que nos radios, c'est-à-dire au début des années 80. Je pense qu'assez vite, les acteurs de l'époque ont compris qu'ils avaient besoin d'être représentés et de parler d'une seule et même voix. À l'époque, le T de CIRTI était relatif à la télévision, qui depuis ont créé leur propre structure au travers des locales TV. Donc nous, aujourd'hui, on est un syndicat de radio indépendante. Alors, c'est quoi une radio indépendante ? C'est une station qui n'appartient pas aux 4 groupes historiques qu'on connaît, les 4 groupes nationaux. Et on est 180 stations fédérées aujourd'hui, des radios de proximité, souvent, des radios qui couvrent des territoires et qui en racontent la vie, souvent, des radios thématiques musicales moins attachées au territoire, mais avec des niches qui sont exploitées dans des formats particuliers que peuvent être le rock, l'électro, la musique latino par exemple. Et puis pour finir, on a une radio généraliste avec Sud Radio qui fait partie aussi de notre syndicat. Donc on est assez représentatif, je dirais, de l'écosystème en termes d'offres que la radio française propose aujourd'hui. Alors, il y a 2 grands syndicats des radios privées. Il y a le CIRTI pour les radios indépendantes et puis il y a aussi le bureau de la radio. Alors, il y a des sujets qui vous rassemblent et il y a des sujets qui pas forcément vous opposent, mais disons sur lesquels vous avez des divergences de vues. Peut-être qu'on va commencer sur les sujets qui vous rassemblent au sein des radios privées. Un des sujets, c'est notamment les conditions générales qui sont dans les spots radio. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les mentions légales ? Oui, les mentions légales, oui. Alors effectivement, avec nos cousines du bureau de la radio, on a des terrains communs. On réfléchit même d'ailleurs depuis quelque temps déjà à la création d'une alliance, mais ils ne le sont que 4 réunis au sein du bureau de la radio et parfois même parler d'une seule et même voix pour L4, ces 4 stations réunies, c'est compliqué. Donc en tout cas, voilà, nous on est prêts à imaginer une alliance qui nous permettrait précisément de prendre la défense du média radio en ne parlant qu'une seule et même voix. Aujourd'hui, on a participé récemment à des travaux avec un groupe qui travaillait précisément sur la PPL Lafon et on s'est retrouvé un peu seul face aux législateurs. On aurait préféré le faire avec les radios nationales aussi, mais bon voilà, c'est des choses qui s'organisent. Pour autant, on a des positions communes sur un certain nombre de sujets et les mentions légales en particulier. Je dirais que la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été la mention légale relative aux Jeux et paris en ligne à l'été 2022 avant la Coupe du Monde de foot.
foot. Et on s'est retrouvé avec des spots qui, tout d'un coup, étaient alourdis de 12 secondes de mention légale. Le ministère de la Santé, qui en a été à l'origine, s'est pas posé à nos yeux les bonnes questions, et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que les acteurs de ces métiers, les jeux et paris en ligne, ont décidé simplement de stopper leurs investissements en radio, parce que payer 30 secondes de spot quand 12 sont consacrés à la mention légale, qui en plus est à nos yeux assez incompréhensible et inefficace. Voilà, on est un peu doublement puni, parce que chaque ministère en fait peut y aller en France de sa mention légale, ayant l'impression de protéger les Français, et nous on pense qu'il y a d'autres façons de faire de la pédagogie que simplement, dans tous nos écrans publicitaires, agiter le bâton qui finit par rappeler aux consommateurs potentiels que tout ce qu'ils pensent à acheter en termes de services ou de produits est en fait mal pour la planète, mal pour lui-même. Et donc oui, les mentions légales sont une vraie plaie pour la radio, d'autant que la radio est le seul support en fait qui impose réellement la mention légale. On s'arrête peu souvent devant un panneau publicitaire 4x3 pour en lire le bandeau jaune. Je dis souvent à nos interlocuteurs en télé, est-ce que tu imagines qu'en télé, il y a un écran jaune pendant 12 secondes sur lequel un texte défilerait? Personne n'accepterait ça. Et nous, on est en France, quand on échange avec nos voisins suisses ou allemands par exemple, on est dans un pays particulier, singulier, parce que chaque ministère peut y aller de sa mention légale, et ça nous handicape vraiment. Donc on espère, à force de le rappeler, à force de le marteler auprès du Sénat, de l'Assemblée nationale et des ministères qui nous reçoivent, qu'on trouve des terrains d'entente. On n'est pas des irresponsables. On sait que les mentions légales peuvent avoir une utilité, mais les formes qu'elles prennent aujourd'hui sont complètement vont à l'encontre du média et prennent franchement les consommateurs parfois pour des idiots. Donc voilà, on aimerait pouvoir réformer tout ça, mais pour autant il n'y a pas de bureau des mentions légales en France. Donc il faut que chaque ministère accepte qu'on puisse rediscuter avec eux. Le ministère de la Santé, pour l'instant, cette mention a bientôt 2 ans, n'a pas accepté de nous recevoir, par exemple. Alors, toujours au niveau de la publicité, un autre sujet qui vous rassemble, c'est le projet de retrait du plafond de la publicité sur le service public. Moi, j'ai par nature envie de faire confiance aux gens. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui il y a un projet de retrait. Ce qui est certain, c'est que la loi, a priori, dans la loi, ne figurera pas le plafonnement des recettes publicitaires pour Radio France. Mais c'est dans le COM, le contrat d'objectifs et de moyens, que ces éléments figureraient. Donc, ce qui, en définitive, reviendrait au fonctionnement actuel. C'est dans le COM qui le lie à l'État, son actionnaire, que Radio France se verrait limité en termes de recettes publicitaires. En rappelant qu'aujourd'hui, ce sont 42 millions auxquels Radio France a droit. On veut croire que les vannes ne soient pas le plus largement ouvertes demain. Radio France ne le souhaite pas d'ailleurs. La tentation pour le gouvernement, qui a évidemment des finances contraintes, et on le comprend, d'ouvrir les vannes pourrait être une tentation réelle, mais nous, encore une fois, on ne vit que de la publicité, on ne prétend à aucune subvention, donc il faut qu'on nous entende de ce point de vue-là. Je pense qu'on l'est. Donc quand je dis que je fais confiance aux gens, quand on rencontre nos interlocuteurs, on a plutôt tendance à penser qu'au ministère de la Culture, à Bercy, on comprenne que 42 millions de recettes publicitaires pour Radio France, auxquelles viennent s'ajouter des recettes sur le digital, ça suffise. Et je pense que si France Inter, qui par ailleurs est une très bonne radio, continue à être la première radio de France, ou en tout cas à caracoler en tête, c'est aussi parce qu'elle a moins de publicité que d'autres. Donc voilà, je pense que sur ce terrain-là, celui de la publicité sur les antennes publiques, j'espère qu'on sera entendu et qu'on ne verra pas ce plafond revu à la hausse. Et est-ce que ce n'est pas un risque de retirer ce filet de sécurité dans le contexte où la redevance a été retirée et que, au final, au gré des potentiels futurs gouvernements, eh bien la décision des financements du service public peuvent évoluer de manière forte, et potentiellement une majorité pourrait décider de dire que désormais le service public ne se finance qu'avec de la publicité? Évidemment, la théorie, ça pourrait être ça. Après, des instances syndicales, notre syndicat et d'autres acteurs seront précisément là pour rappeler que la manne publicitaire aujourd'hui qui nous échappe, elle est happée en grande partie par les acteurs du digital, que la radio publique accède déjà à une partie de ce gâteau, et que nous, on a besoin évidemment de recettes publicitaires pour jouer notre rôle. On est à quelques semaines, je l'espère, des états généraux de l'information. Ne serait-ce que pour les acteurs du CIRTI, ce sont 2500 salariés, 500 journalistes. On fait aussi œuvre, je dirais, de pédagogie. On participe à la démocratie parce qu'on a des journalistes qui abordent des sujets. Si on veut continuer à pouvoir jouer ce rôle-là demain, alors qu'on sait quand même qu'on est dans un climat globalement tendu aujourd'hui, je parle d'économie, de
de politique, de géopolitique. Il faut qu'on puisse, nous, continuer à faire notre boulot. Et ça ne pourra se faire que si les recettes publicitaires sont au rendez-vous de nos exploitations sur le plan économique. Donc, j'espère qu'on sera entendu. Et quand je dis que je fais a priori confiance aux personnes qui nous dirigent, j'espère qu'on est entendu. En tout cas, aujourd'hui, on a plutôt des interlocuteurs qui nous assurent nous entendre. Voyons dans les faits comment ça se traduira. Mais pour le moment, on a rappelé qu'encore une fois, on était vigilants, qu'on regardait cette question. On aurait préféré que la loi, évidemment, plafonne les choses. Si c'est le COM demain qui les précise, ces plafonds-là, on s'en satisfera. Mais en tout cas, on a une vision simpliste des choses. À audiovisuel public, finance publique. Nous, on considère que la radio, elle devrait être totalement prise en charge par le budget de l'État et pas du tout ouverte à la publicité. Mais voilà, j'espère qu'entre une tentation de déplafonnement et puis notre vision à nous, qui serait à 100% appuyée sur l'argent public, peut-être qu'il y a simplement le modèle actuel qu'on peut voir perdurer et qui puisse à peu près satisfaire les uns et les autres. Sachant que ce sont des discussions qu'on trouve un peu dans tous les pays européens avec les médias publics. Par exemple, la BBC, où la publicité est totalement interdite en broadcast, mais elle a le droit de faire la publicité sur le digital. Quelque chose qui est, par exemple, remis en cause par les médias privés. Et puisqu'on parle de la BBC, est-ce que le CRT a une opinion sur le projet de fusion entre Radio France et France Télévisions ? Oui, on a même été reçu par une commission parlementaire qui nous interrogeait sur le sujet. Nous, on considère que le fait qu'en France, on ait une radio publique soit un élément positif pour l'écosystème de la radio. Donc, on ne voudrait pas et c'est un peu le point de vue originel, je dirais, de Sybille Veil, il y a quelques années déjà, plaidait pour cette cause-là. On ne voudrait pas que la radio soit le petit pousset du nouvel attelage et que demain la radio publique se fasse happer, absorber par la télévision qui, on le sait, pèse beaucoup plus lourd en termes d'effectifs et de budget. Et il y a un autre élément qui fasse que la radio aujourd'hui produit ses propres contenus, alors qu'on sait que la télévision aujourd'hui, c'est plus un agrégat de production extérieure et qu'en définitive, on cherche là un peu à marier la carpe et le lapin avec deux métiers qui n'ont plus grand-chose à voir. Donc voilà, on est vigilant. On ne voudrait pas qu'encore une fois, le média radio public, là en l'occurrence, pâtisse de ce rapprochement dont on ne voit pas vraiment quel peut être demain le bienfait. A priori, ça générera pas d'économie ou peu d'économie en tout cas. C'est pas, on nous pose la question, donc on y répond. On n'est pas a priori favorable à cette redéfinition de ce nouveau véhicule de l'audiovisuel public en général, parce qu'on pense que la radio pourrait en partie être absorbée, cachée par le média télé dont on connaît quand même la puissance. Donc voilà, on reste vigilant, on ouvre nos yeux et encore une fois, on a eu l'occasion de nous exprimer sur ce sujet-là pendant la réunion d'une commission assez récemment. Alors dans les rapprochements radio et télé, ça se voit aussi dans le privé. Ces dernières années, il y a des groupes radio et TV qui sont devenus des groupes plurimédias. Le premier étant Altis, qui entre BFM et RMC, qui ont encouragé ce type de synergie. Et ça m'amène sur un autre sujet qui oppose un petit peu la radio et la télé, qui sont les secteurs interdits en termes de publicité en télévision, quelque chose qui est parfois remis sur la table, et notamment on pense à la grande distribution qui représente un chiffre d'affaires important en radio. Quelles sont les dernières nouvelles par rapport à ces interdictions? Comment le CRT défend les intérêts de la radio dans ce contexte? Alors, la télévision connaît des jours plus difficiles qu'à une certaine époque. On le voit, les recettes publicitaires sont en baisse. La télévision entraîne dans son sillage une filière liée à la production. Donc, on sait qu'une partie du cinéma français est payée par la publicité, engrangée par ailleurs par les chaînes de télé. Elles ont déjà profité de largesse. On l'a vu récemment avec des expérimentations dans le cinéma ou en matière d'édition littéraire qui leur ont été accordées. Et là, effectivement, la demande de la télé consiste à dire on voudrait nous aussi pouvoir accéder aux offres promotionnelles de la grande distribution. Il se trouve que le chiffre d'affaires du média radio est pour moitié à 50% appuyé sur des recettes liées à la grande distribution, pas uniquement sur des dispositifs d'offres promotionnelles, mais quand même. Donc il est important pour nous qu'on puisse évidemment préserver cette part du gâteau qui nous nourrit et dont on a besoin. Pour autant,
C'est mon point de vue. On peut considérer qu'en 30 ans, les choses aient quand même bougé, beaucoup. On voit à quel point la consommation des médias a évolué. J'écoute les acteurs du SNPTV avec lesquels on se réunit depuis un an. Je me rappelle que le premier rendez-vous, c'était le 20 juin 2023 sur ce sujet-là. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, on s'est réunis plusieurs fois et on a évoqué un certain nombre de redéfinition de l'accès à ces secteurs interdits. On a diligenté une étude récemment qu'on a cofinancée avec la presse écrite et avec d'autres acteurs privés. On voit bien que ouvrir demain les vannes de la publicité promotionnelle à la télévision, celle de la grande distribution en tout cas, nous priverait à peu près de 100 millions de chiffre d'affaires. Je parle de l'ensemble du chiffre d'affaires des radios commerciales. Donc nous, on n'a évidemment pas aujourd'hui les moyens de nous priver de ça. Donc si on devait l'être, il faut qu'il y ait des compensations. Je ne sais pas aujourd'hui très clairement lesquelles elles peuvent être, même si on a commencé à entrevoir un certain nombre de pistes. En tout cas, notre position, c'est de dire, attends, soyons prudents, parce que c'est une manne publicitaire vitale pour nous, donc ne mettons pas nos structures en danger encore une fois. Pour autant, oui, le monde a changé, donc parlons-en, faites-nous des propositions concrètes et on se positionnera alors. C'est ce qui nous amène à échanger encore une fois avec le SNPTV depuis un an. On avance, moi je ne sais pas vous dire aujourd'hui de quoi l'avenir sera fait en la matière, mais il n'est évidemment pas possible pour nous de laisser filer ce secteur, encore une fois, qui nourrit la radio, c'est vrai, mais la presse quotidienne régionale aussi, et on sait que ce sont deux familles de médias, oui, dont on a vu les dernières années, elles ont été plus compliquées que les précédentes et ce sont deux médias fragilisés. Donc soyons prudents, mais encore une fois, pour autant, on ne ferme pas la porte a priori parce qu'on est déjà des gens polis et respectueux des autres. Voilà, je pense que les choses vont avancer, on verra vers quoi elles nous mèneront. Mais je rappellerai encore une fois pour finir que la télévision a déjà bénéficié de largesse d'une certaine manière, donc attention à ne pas ouvrir toutes les vannes à la même famille de supports. La télévision est importante, mais la radio l'est aussi. D'accord. Il y a une approche vraiment de conciliation dans ce bureau du CIRTI. De conciliation, je ne sais pas, mais en tout cas de ne pas fermer la porte pour de mauvaises raisons, quoi. Faites-nous des propositions. Quand on verra de quand elles seront faites, on verra si on peut nous les accepter ou non, mais on ne va pas vous renvoyer dans vos cordes a priori parce que vous n'êtes pas fréquentable. C'est pas vrai. Donc voilà, parlons-nous et en fonction de ce que vous nous proposerez, nous nous positionnons. Franchement, on s'y emploie depuis un an. Ce sont des sujets sensibles, mais les adhérents du syndicat connaissent la position du conseil d'administration sur cette question-là et je leur ai rappelé encore pendant l'Assemblée générale qui s'est tenue il y a effectivement peu de temps qu'ils pouvaient compter sur nous et sur notre vigilance sur ce point qui n'est pas un détail du tout pour nos exploitations. Alors parlons un petit peu programme à présent. Un des sujets, ça tient depuis les radios depuis 1996 et le monde a bien changé depuis. Ce sont les quotas de chansons françaises qui sont là depuis quasiment 30 ans, malgré une concurrence du numérique qui a beaucoup évolué, des modes de consommation qui ont changé, notamment les plateformes de streaming. Quels sont les travaux du CIRTI et sans doute, j'imagine, avec le bureau de la radio, pour faire évoluer ces quotas dans le bon sens, dans ce nouvel environnement numérique très concurrentiel et a priori moins régulé que celui de la radio broadcast avec ces quotas qui peuvent occuper jusqu'à 40% du temps d'antenne. C'est évidemment un sujet central en matière de conception de programme. D'abord, on est heureux d'avoir vu l'ARCOM nous entendre et les décisions qui avaient été prises par l'ARCOM, je parle de l'assouplissement de ces quotas, il y a 2 ans, avaient été mises à mal par le SNEP, qui avait introduit une procédure à l'encontre de ces décisions-là, qui en fin de compte ont été confirmées. Donc on a pu, à la marge, je dirais, faire évoluer ces règles liées au quota de chansons d'expression francophone. Aujourd'hui, on a des problèmes, je dirais, en la matière. Effectivement, le fait que les acteurs du digital ne soient pas concernés par ces quotas. Et nous, on pense que, et je parle des playlists là qui sont proposées par les plateformes de streaming, nous, on pense qu'il serait tout à fait possible d'imposer des quotas à ces plateformes de streaming, ou alors il faut effectivement qu'on soit tous logés à la même enseigne et que nous aussi, on puisse bénéficier d'un assouplissement plus profond de ces règles-là. Au sein de nos adhérents, un certain nombre de radios thématiques qui sont sur des niches, je parlais de radio rock, latino ou électro par exemple, on sait bien qu'il n'y a pas en France à l'heure actuelle suffisamment de production francophone pour alimenter ces filières musicales-là. Donc comment on fait ? Alors il se trouve que ces radios ont déjà des accords aménagés, je dirais, mais il faut vraiment qu'on entende le fait que les choses effectivement aient beaucoup évolué.
Encore une fois, soyons tous logés à la même enseigne, soit le digital et la radio sont confrontés à ces quotas et on les respectera tous, soit personne ne doit l'être demain, ou en tout cas pas dans les conditions actuelles. Donc on discute là aussi avec l'ARCOM en particulier, on sait qu'on est entendu, que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et qu'il faut qu'on aille plus loin dans l'assouplissement de ces quotas qui nous ont été imposés il y a 30 ans, sans que réellement on puisse aujourd'hui certifier qu'ils aient ces quotas produits ce qu'on attendait d'eux à l'époque. L'ARCOM a ouvert une initiative de créer un livre blanc en consultant l'industrie radio pour décider du futur de la radio. Quelle a été la participation du CIRTI dans ce livre blanc? Quels ont été les messages principaux? Alors, peut-être qu'on a déjà couvert la plupart des sujets, mais quels sont les messages forts que vous avez dans votre contribution à ce livre blanc? Alors, il sera présenté par l'ARCOM les 18 ou 19 juin prochains. Lors des assises de la radio. Il se trouve que l'ARCOM, avec lesquels on a vraiment échangé beaucoup ces derniers mois, et Hervé Gauthiou en particulier a été la figure de proue de ce chantier, et il a travaillé, c'est sûr. On a été reçu plusieurs fois, on s'est exprimé, et on a eu l'occasion la semaine dernière d'assister à la présentation des principaux points que ce livre blanc contiendra. On a exprimé un certain nombre de sujets, et je voudrais dire que l'ARCOM nous a entendus sur un grand nombre de ces sujets-là qui seront rappelés de façon très concrète quand le livre blanc sera publié. Alors les points abordés sont ceux qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, les quotas évidemment, l'accès à la publicité, le déploiement du DAB+, par exemple. Enfin, il y a un certain nombre de sujets, une bonne quinzaine, je dirais, sur lesquels on s'est exprimé. Ce sont d'ailleurs les sujets de vigilance qu'on rappelle en permanence, qui sont les 15 points qui nous occupent tout le temps. L'ARCOM, dans sa globalité, a entendu ce que nous disions, simplement parce que ça nous semblait juste être empreint de bon sens, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que quand les travaux ont été présentés dans quelques jours maintenant, l'ARCOM a fait un état des lieux, s'est inspiré de ce qui s'est fait dans d'autres pays et a fait un certain nombre de recommandations. Ce sont des recommandations. L'ARCOM a des prérogatives, mais ne peut pas décider de tout non plus. Et très honnêtement, et à titre personnel et au titre du syndicat, je pense qu'on peut relever le fait que on ait plutôt globalement été entendu. On le verra, mais encore une fois, les sujets sont ceux qu'on évoquait déjà ensemble tout à l'heure. On connaît les questions, les points auxquels on se heurte quand on exploite une radio aujourd'hui, donc il faut qu'on soit entendu, mais je pense que le régulateur, encore une fois, a fait preuve vraiment de bon sens dans ses recommandations. Alors le DAB, on n'en avait pas parlé. Je crois que vos deux principales revendications, c'est pas forcément à l'ARCOM, mais c'est aussi dans le cadre de la loi, c'est de pouvoir avoir des subventions pour financer la diffusion, sachant que les radios, notamment les radios indépendantes, beaucoup ont déjà double diffusé depuis une dizaine d'années, mais aussi revoir la taille des allotissements des multiplexes locaux pour correspondre à celle de la FM. Tu peux expliquer en deux mots ces chevaux de bataille sur le DAB+. Ouais, ce sont vraiment les deux sujets premiers. C'est bien de rappeler qu'effectivement les premiers acteurs qui étaient actifs en matière de diffusion en DAB+, ce sont les radios indépendantes, et aussi certaines radios associatives d'ailleurs, il y a 10 ans déjà maintenant, 10 ans. C'est une expérimentation longue. Je crois qu'à l'époque, quand le DAB+ est apparu, chacun y a été avec sa perception, j'allais dire ses certitudes, ou plutôt ses intuitions. Certains de nos adhérents ont effectivement double diffusé sur la même zone géographique, d'autres se sont dit que ce serait l'occasion d'aller s'étendre géographiquement dans d'autres contrées. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le DAB+ pourra demain, sur les terrains qu'on couvre, peut-être être un nouveau mode de diffusion digitale, à la condition que on puisse lui faire au DAB+, adopter la même dentelle géographique que la FM permettait jusqu'à présent. Et je pense que ça, à l'époque, on n'était pas très nombreux à avoir subodorer ça. On a pensé qu'on allait pouvoir émettre sur des zones plus larges, sauf que la territorialité du contenu rédactionnel, la territorialité commerciale de certains de nos clients qui ont des contrats d'exploitation sur des zones géographiques strictes, ne permet pas de diffuser un même programme dans une zone trop large. Et je pense qu'en effet, il faut qu'on trouve des solutions techniques. Alors, elles semblent commencer à émerger, tant mieux, des solutions techniques qui permettraient
sur le mode d'un je sais pas quel nom ça porte, un monoplexe, un multiplex avec un seul acteur. Il faudrait qu'on puisse là redessiner des zones géographiques plus fines pour qu'on soit effectivement en accord avec les bassins de population et les bassins commerciaux qui sont les deux jambes sur lesquelles on s'appuie depuis 40 ans. Si on parle plus au bout de la rue, ou si on n'est plus capable de diffuser un spot publicitaire dans un rayon de 50 km, on va avoir des problèmes. Et donc, je pense que l'Arcom nous a a priori entendu sur ce terrain-là, et que les prochains déploiements se feront certainement sur des zones qui pourront être aussi fines que la FM a pu l'être jusqu'à présent. Donc il faut vraiment qu'on entende ça, parce que sinon, un certain nombre de nos adhérents vont finir par s'épuiser. La double diffusion, elle a un coût. Ça fait 10 ans que certains la supportent. Il faut que le DAB+ commence à porter ses fruits, d'autant que on compte aussi parmi les adhérents du syndicat une quinzaine de pure players du DAB+, qui ont créé leur programme uniquement diffusé en DAB+. Et donc, inspirons-nous de ce que les pays européens ont fait. La Suisse devait éteindre la FM à la fin de l'année 2024, ça a été repoussé de 2 ans. Enfin voilà, des expérimentations dans des pays plus avancés que nous, il y en a tout autour de chez nous. Donc on n'a pas à réinventer les choses. Inspirons-nous de ce qui a fonctionné ou pas ailleurs, et puis continuons à en croire dans le DAB+. Nous, en tout cas, c'est notre credo. Encore une fois, on a investi pour beaucoup depuis une dizaine d'années, mais il faut vraiment qu'il y ait un coup de fouet maintenant. L'association Ensemble pour le DAB+ a été une évolution. Il faut qu'on aille plus loin là aussi. Voilà, le DAB+ va continuer à se développer. Les axes autoroutiers maintenant sont couverts ou en passe de l'être. On a peut-être perdu du temps, mais en tout cas, chacun a emboîté le pas. Et pour finir sur ce sujet, c'est vrai que le discours du CSA de l'époque, qui consistait à dire: alors vous, les petits acteurs, allez essuyer les plâtres, et quand vous l'aurez fait, les grands vous rejoindront. Bon, considérons que ça s'est passé comme ça, que c'est ce que nous avons fait. Maintenant, on voit bien que toutes les stations nationales, les grands acteurs régionaux et la radio publique sont présents sur le DAB+. C'est devenu, c'est plus une option. Ça fait partie du paysage, et encore une fois, il faut que chacun maintenant exploite au mieux ce mode de diff. Sans pour autant, je ne sais pas si ça allait être ta prochaine question, mais sans pour autant que nous n'annoncions aujourd'hui de date d'extinction de la FM. On est vent debout contre cette idée qui peut-être à un moment a pu germer. Je ne trahis rien en disant que Roch-Olivier Mestre nous a, il y a plusieurs mois déjà, dit qu'il n'y aurait pas dans le livre blanc de date d'extinction de la FM, simplement parce que le prérequis est le taux d'équipement des foyers, des automobiles, et puis le fait que le grand public doive s'approprier ce mode de réception. Tant que ces éléments ne seront pas réunis, on ne pourra pas éteindre la FM. Nous, la recommandation qu'on a faite, c'est faisons une dernière nuit bleue dans l'attribution des dernières fréquences FM, et puis après, arrêtons de nous déployer sur les deux modes, ce qui est complètement déraisonnable. Donc, si dans 2 ans, on occupe les dernières fréquences FM, après, on se concentrera uniquement sur la diffusion DAB+, et dans un paquet d'années, je ne sais pas combien, 5, 10, 15, 20 ans peut-être, on pourra reparler de la suite. Mais pour le moment, on est contraint, entre guillemets, à une double diffusion avec laquelle on composera, c'est sûr. Et pour ça, effectivement, on pourrait être accompagné par les pouvoirs publics. Ça fait partie de nos demandes aussi. Mais là, je dirais qu'a priori, on sera entendu aussi. J'ai en tout cas bon espoir que ce soit le cas. D'autres pays européens l'ont fait, la Belgique par exemple. Donc, si on croit en ce mode de diffusion qui garantit notre souveraineté, parce que l'idée, c'est quand même de ne pas dépendre des FAI pour diffuser nos programmes demain. C'est un problème de souveraineté que de dépendre de quelqu'un. Si on veut effectivement avoir cette garantie-là, il faut que le DAB+ se déploie plus fortement et plus rapidement à présent. Alors, dans ce livre blanc, on va parler un petit peu concentration. Je voulais te poser la question. Quelle est la position du CIRTI, sur les seuils anti-concentration, qui s'appliquent surtout aux grands groupes, c'est-à-dire les 150 millions d'auditeurs potentiels? Est-ce qu'il faut le changer? Est-ce que vous êtes contre son augmentation? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes en faveur d'un changement des catégories qui sont en place depuis bien longtemps, A, B, C, D, E? Non et non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé ces sujets. Le seuil anti-concentration nous va bien aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des mouvements à peu près partout, des changements d'actionnaires, des groupes qui s'interrogent, des acteurs de l'audiovisuel qui changent de main parce que
la roue tourne et qu'il n'est pas scandaleux après 10, 20, 30 ou 40 ans d'exploitation de voir les choses évoluer. Le seuil anti-concentration, en tout cas, garantit le fait qu'il ne puisse pas y avoir qu'un seul acteur à l'échelle nationale demain. Donc, nous, on est plutôt satisfait du fait que pour l'instant, le seuil n'évolue pas. Et puis, quelle était la deuxième question? Elle m'a échappé. Les changements de catégorie. Oui, non. Alors, très honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça. Non. Moi, je pense que les radios de catégorie A continuent à exister à leur manière. On sait que la radio associative peut être en proie à certaines difficultés. Ça ne nous arrange pas non plus, nous, les radios de proximité, parce que je pense que les radios A étaient souvent des laboratoires pour des animateurs en herbe ou des journalistes qui comme ça, pouvaient avoir un pied à l'étrier. Donc, nous, on est favorable au fait que les A continuent à exister. Les B, je les connais bien. Fonctionne. Il y a pas mal de concentration aussi. On voit bien que des stations qui ont été montées avec beaucoup de passion et un petit peu d'argent il y a une quarantaine d'années peuvent aujourd'hui être un peu leurs actionnaires peuvent être tentés de céder parce que la passion a pu s'étioler après 40 ans d'exploitation. Les catégories C s'interrogent certainement quant à couvrir des territoires plus larges. On a vu quelques groupes s'exprimer en ce sens, mais être rappelés à l'ordre par le régulateur il y a 2 ans maintenant. Donc, moi, je pense que toutes les catégories correspondent aujourd'hui à des familles de radios qui sont, à mes yeux, en tout cas, à leur place dans ces cases-là, quoi. Alors, une question aussi sur la concentration. Donc, au sein des radios du CIRTI, on a vu ces dernières années des radios qui se regroupaient entre elles. Il y a notamment des grands groupes régionaux qui ont mis des budgets assez importants pour acheter des plus petites radios. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les petites radios au CIRTI, ou est-ce que le CIRTI est voué quelque part à avoir des radios qui sont un peu plus grosses? Non, je crois pas. On a vraiment. Je réfléchis là, je vois des visages face à moi. En répondant, certains exploitent de toutes petites zones, sont sur de tout petits bassins à l'échelle d'une ville, et d'autres prétendent effectivement à toucher des zones plus larges. Je crois qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Ce qui est compliqué aujourd'hui, je dirais, c'est que si on exploite des zones petites sur le plan géographique, c'est le fait qu'on ait encore demain une mesure d'audience qui soit digne de confiance. Parce que je pense qu'il est toujours plus compliqué pour Médiamétrie, qui sont des gens de bonne volonté, qui ont envie de bien faire leur boulot, mais c'est plus compliqué aujourd'hui d'aller sonder à l'échelle d'une petite ville. Si demain l'AIP se généralise, c'est quoi la probabilité pour une station qui touche un bassin de 15 000 personnes d'être effectivement concernée par le fait que quelqu'un puisse sur sa zone fournir de l'audio porté? Donc les problèmes sont plutôt de ce point de vue-là. Après, je crois qu'il y a la place encore pour de petits opérateurs sur de petites zones, entre guillemets. Et puis après, les phénomènes de concentration, je pense qu'il y en a toujours eu. Et encore une fois, on arrive peut-être aujourd'hui à la fin d'un cycle avec des radios qui changent de main parce que, encore une fois, les créateurs avaient 20 ans il y a 40 ans, ils en ont plutôt 60 aujourd'hui. Pour autant, pour contrebalancer ça, moi je vois aussi des affaires familiales aujourd'hui, avec parfois même la 3e génération qui est déjà intégrée à la station, et donc même la jeune génération s'intéresse encore à la radio. C'est la vie, je crois, de toutes les activités que de voir des concentrations à certains endroits se faire, et puis de petits acteurs sur des niches continuer à perdurer. Je suis pas certain qu'il y ait plus d'actualité aujourd'hui que ça dans ce domaine. Il y a 10 ans, c'était certainement déjà vrai, et je pense que c'est le cours naturel des activités. Et là, on parle de radio, mais ce serait vrai dans n'importe quel autre métier, à mon avis. Et tu parlais de nouvelle génération, et ce sera ma dernière question. Le mois dernier, on a interviewé Silviano Marchione, qui était directeur du Studec. Le Studec a fermé ses portes il y a quelques mois, et vous avez, j'ai vu une publication qui disait que vous étudiez l'opportunité de peut-être créer des mécanismes de formation au métier de la radio à l'intérieur du CIRTI. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette initiative? Alors, de façon très très pragmatique, on a fait le tour de France de nos adhérents, comme on le fait chaque année d'ailleurs en début d'année 2024. Là. Et il y a eu un certain nombre de thèmes qui ont été abordés à chaque fois dans toutes les réunions de la même manière. Et un sujet qui de façon récurrente est apparu à chaque fois, donc la difficulté de recruter.
quels que soient les métiers de la radio. Le métier de l'animation, le métier des journalistes, ce qui peut paraître paradoxal parce que s'il y a bien un métier qui est structuré dans sa formation, c'est celui du journalisme. Moi, sur le secteur que j'occupe, j'ai 2 écoles de journalisme à quelques encablures de chez moi et pour autant, en septembre dernier, j'avais un poste à pourvoir. Ça a été un long chemin. C'était très compliqué de trouver quelqu'un qui nous rejoigne parce que peut-être que la jeune génération est davantage inspirée par les supports digitaux YouTube et Dubaï, peut-être que l'actu est du bout de la rue. Mais en tout cas, c'est vrai pour l'animation donc, pour le journalisme, pour les métiers techniques et même pour les métiers commerciaux. Donc de façon un peu à vol pour point, comme ça, la semaine dernière, en évoquant un certain nombre d'idées, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une école qui forme en définitive à ces métiers-là. J'ai été intéressé par rencontrer l'un de nos adhérents à Lille qui avait créé une école de journalisme, par exemple, de laquelle étaient issus un certain nombre de journalistes qu'après, évidemment, il employait. Donc, il faut peut-être qu'on s'inspire de ça. Alors, effectivement, ça a été repris depuis. Ça a été baptisé, je crois, un peu à la va-vite par je ne sais plus quel journaliste de Sirti Academy. Alors ça va être le nom de code entre nous, c'est certainement pas le nom que ça portera, mais je pense qu'il faut, oui, si on est responsable, il faut qu'on se lance dans cette aventure-là et en tout cas tous nos adhérents nous disent, quels que soient les territoires, rencontrer ces problèmes-là. Pour finir, c'était vrai dans des territoires ruraux ou semi-ruraux parfois, où les adhérents nous disaient avoir du mal à séduire avec ces territoires-là. C'est aussi vrai dans les grandes villes aujourd'hui. Donc on a un vrai problème structurel de ce point de vue-là. Et même les éditeurs de logiciels avec lesquels travaillent toutes nos radios nous disent c'est bien beau qu'on soit demain plus pointu dans l'édition des logiciels avec lesquels vous planifiez vos stations. Si plus personne ne sait s'en servir, comment on fera, quoi. Donc, faut qu'on aille au bout de cette aventure. C'est Emmanuel Riels, l'un de nos administrateurs, qui va prendre ce chantier en charge et on va avancer ensemble. Eh bien voilà, avis à la jeune génération, il leur suffit de traverser la rue pour trouver des jobs en radio. Voilà, le message est passé. Christophe Schalk, merci beaucoup, président du CIRTI. Merci Olivier, merci à tous, à bientôt. Des ondes Vocast.